Donc voilà pour le cours de L3 Cosmo. C'est la deuxième partie de la série relativité restreinte et là je me propose de faire la démonstration qu'il y a bien un invariant de Lorentz qu'on peut exprimer comme la différence de deux termes au carré dont l'origine physique en fait vient de la transformation d'un jeu de coordonnées. Alors plutôt que faire une rotation, on fera maintenant une translation entre deux repères. Donc j'imagine en fait pour poser le problème, c'est que j'ai un repère O comme ça, des coordonnées X, Y, d'accord? Et l'idée c'est de mettre en mouvement un photon, par exemple, dans une direction donnée comme celle-ci. Voilà. Et le photon est en déplacement pendant un certain temps t, donc on va tracer une courbe de longueur, ici c'est un petit vecteur, de longueur ct. Donc ce qu'on va trouver par application de la règle de Pythagore, c'est que c carré et t carré égale delta x, donc je vais dire x tout simplement x carré plus y carré. Et la question c'est de savoir pourquoi est-ce que cette quantité-là est conservée lorsque je prends des mesures dans un repère, enfin je compare avec des valeurs mesurées dans un repère O' en déplacement à vitesse v, mesurée dans le repère O, cette vitesse relative positive le long de l'axe des x, tels que x et x' en fait sont parallèles. Donc l'astuce maintenant, ce qui est important, c'est de constater que l'axe vertical dans le repère O' coïncide toujours avec l'axe des y du premier repère. D'accord? Puisqu'on ne fait que glisser le long de l'axe des x dans ce jeu de transformation-là. Alors ce que je peux espérer, c'est écrire la même formule dans le repère prime. Donc j'écris donc c carré t prime au carré. Donc le prime est ici au carré, égale x prime au carré plus y prime au carré. Mais y prime au carré, c'est la même chose que y au carré. Et donc on voit tout de suite que la différence c carré t prime carré moins x prime au carré égale y carré, puisque y prime au carré c'est équivalent, qui vaut donc c carré t carré moins x au carré, comme ceci. Donc on vient de voir une application directe de cette transformation à une dimension par translation qui nous donne immédiatement cet invariant que je vais appeler s au carré et qui est en fait l'équation entre le temps t et la position x, c'est l'équation d'une hyperbole en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que les surfaces à t et dans le plan t et x, si je fais comme ceci, x et t, les surfaces avec s constant pourront être identifiées par des courbes qui ont cette allure générale. D'accord? Donc le cas où s est égal à 0 va correspondre tout simplement à une situation où la relation entre t et x, je vais placer peut-être c fois le temps t et x est linéaire. Et il y a l'ambiguïté du signe, bien sûr, donc puisque c'est une relation quadratique, donc je peux toujours extraire le signe positif ou négatif. Donc lorsque s est égal à 0, s égale 0, c'est la plus grande distance que pourra parcourir un photon pendant l'intervalle t, donc c'est-à-dire c'est la vitesse maximale que pourra atteindre tout corps, et notamment le photon, donc la courbe s égale 0 va coïncider en fait à la trajectoire d'un photon. Et l'idée c'est de comparer le déplacement d'un objet dans un repère avec celui vu dans un autre repère. Alors essentiellement on va pouvoir comparer les axes de temps qui sont différents d'un repère à l'autre. Et l'idée, par contre, c'est que s au carré, donc ici c'est s différent de 0, s au carré étant un invariant de Lorentz, on saura toujours identifier la séquence d'événements dans tous les repères. Donc si je me permets maintenant d'enlever cette caméra et vous de montrer un petit peu de quoi, on parle ici, c'est donc une surface. Ici c'est un cube à 3 dimensions,
Donc S prend des valeurs négatives ou positives. Donc selon la relation qu'on a établie, si S est plus grand que 0, on parlera de courbes qui sont plutôt comme le temps, ou dominées par le temps. Et dans le cas où S est négatif, ce sont des quantités qui sont plutôt comme l'espace. Donc l'idée c'est de pouvoir se déplacer selon ces axes x, y. L'axe des z est en fait l'axe du temps t ici, et on voit en fait apparaître des surfaces de s, de valeur s constante ici. Donc la trajectoire linéaire qui est celle du photon, et après vous avez des hypersurfaces ici avec s non nul qui sont représentés par les points, par les surfaces en gris. Donc si vous regardez un petit peu ce qui se passe, les contours en rouge orangé ont donc une valeur de S négative, c'est donc on se déplace plutôt dans l'espace plutôt que le long de l'axe du temps t. Donc c'est une convention selon la forme de la relation, donc le sens que j'ai donné à cette relation avec le choix du signe négatif. Donc maintenant, ce qui va être important pour nous, c'est de prendre cet invariant-là et de voir que en fait, on peut le retrouver d'une opération matricielle avec des composantes imaginaires que seront les composantes de la matrice de Lorentz. Alors, pour faire bref, on peut donc regarder cette matrice-là et dire que, en fait, si je veux rester avec l'algèbre, pardon, je vais faire comme ça. Si je veux rester avec l'algèbre vectorielle donc et matricielle, je peux donc écrire les déplacements r et le temps c delta t en faisant, donc je vais plutôt remettre la caméra, en faisant comme ceci. Donc je peux écrire cette même matrice que j'avais avant, c'est-à-dire en ayant des éléments réels sur la diagonale et deux éléments imaginaires hors de la diagonale, et remplacer donc le x par delta r, le t par c fois le temps, mais vous remarquerez en fait que là je fais le produit avec une composante imaginaire i, c, delta t. D'accord? Donc l'idée c'est que maintenant je peux composer un vecteur à 3 dimensions plus le temps, donc un quadrivecteur. Si je me permets d'ajouter le nombre imaginaire au temps, je peux retrouver ici la norme au carré ds au carré comme étant le produit, donc la somme des composantes au carré de ce vecteur. Donc je vais retrouver en fait r au carré et le i au carré c carré delta t carré. Le i au carré donnera un chiffre négatif. Donc on aura ici r au carré moins c carré t carré, comme ça. D'accord ? Donc maintenant, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que les composantes gamma que j'ai écrites ici, ce ne sont pas des fonctions strictement trigonométriques, cosinus ou sinus. Le gamma qu'il y a ici est une fonction de bêta qui est le rapport de la vitesse de translation du repère O' vu par du repère O en unité de la célérité de la lumière c. Et gamma est tout simplement égal à, donc gamma au carré est égal à 1 divisé par 1 moins bêta au carré. D'accord ? De sorte que ce facteur gamma peut être très grand. Donc on a gamma sur la diagonale et hors de la diagonale, c'est bêta fois gamma et le nombre imaginaire i. Donc cette transformation de Lorentz, en fait, quand on l'écrit proprement, on peut donc l'appliquer pour le cas de translation à une dimension. Donc si je fais le détail de cette matrice, donc si je passe maintenant plutôt qu'avoir une dimension de l'espace et une dimension du temps, si je fais la composition avec les trois composantes de l'espace qui sont x, y et z, alors ce que je fais, c'est que je dis que le x est modifié certes quand je passe de x à x', mais le y et z sont des composantes vectorielles qui sont inchangées. Ensuite, j'ai une opération sur x et le temps
que je vais simplement recomposer comme ça ici avec c'est moins I bêta gamma comme ceci. D'accord? Donc je mets des zéros sur les éléments hors diagonale que j'ai pas encore identifiés. Donc ici, oups, il manque une colonne ici. Donc il y a quatre éléments, 4 lignes, 4 colonnes. Donc je pense que j'ai un petit peu mal écrit là. Il manque un 0 ici, donc ça devrait être dans la 3e et 4e colonne. Et c'est la composition de votre matrice de Lorentz fait donc a donc son origine dans cette transformation qui implique la relativité du temps. Alors pour trouver l'effet de contraction de dilatation du temps, il vaut mieux le faire séparément avec